Monsieur Mohamed Srer, directeur général de Haya Insurance. Sous vos applaudissements également. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir aussi Monsieur Ibrahim Asso, associé Forvis Mazar. Sous vos applaudissements, bienvenue chère madame. Merci à vous, je vous en prie, prenez place. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce panel. Nous avons la lourde tâche de finir la discussion juste avant le déjeuner. Alors dans l'idéal, ce que je vous proposerai, c'est que nous écoutions chacun d'entre vous pendant 10 minutes au pupitre pour laisser un petit peu de temps pour une conversation, éventuellement ouvrir les questions au niveau de l'audience. Je sais que les thématiques sont extrêmement passionnantes et il y a tant à dire, mais j'aimerais aussi offrir la possibilité à notre audience de s'adresser directement à vous. Je propose de démarrer par vous, Madame Delphine Traoré. Nous vous écoutons au pupitre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'imagine que j'ai mes slides, c'est ça? Okay. Je vais être brève. En m'assurant aussi que mes collaborateurs sur le panel seront brefs pour qu'on puisse discuter un peu. Donc, merci à la FANAF pour l'invitation. Donc, je tiens les slides. Hein, voilà. Donc, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est partager avec vous ce qu'on voit un peu, tout ce qui est dans le cadre de l'innovation un peu partout dans le monde. Les initiatives que nous on a vues un peu dans le monde. Je vais ensuite parler un peu de la position un peu de l'Afrique, voir aussi certains exemples qu'on a eus sur le continent africain, et puis donner une perspective un peu de la suite pour nous permettre de discuter. Donc quand on commence au niveau du monde entier, on voit certaines thématiques. Donc la première, c'est tout ce qui est digitalisation nouvelle, et surtout sur l'automation. On prend le cas particulier de l'intelligence artificielle et je vais reprendre des exemples pour voir un peu ce qu'on a fait. Je pense que vous connaissez Limonade. Limonade, c'est une compagnie d'assurance digitale dans le monde entier, dont Allianz d'ailleurs était actionnaire pendant quelques années. Et une des grandes choses que Limonade fait, surtout dans le domaine de l'AI, ils ont tendance à avoir ce qu'on appelle des chatbots. Donc ces chatbots, ils ont même le nom du chatbot qui s'appelle Maya. Et ce chatbot permet en particulier de gérer les sinistres, mais aussi de prendre des informations pour pouvoir, aux clients pour pouvoir souscrire une assurance en temps réel. Si on prend aussi dans le cas de tout ce qui est assurance basée sur l'usage, nous avons aussi le cas au niveau du groupe. Dans le monde, on a Root Insurance, et Root Insurance est une compagnie américaine qui est essentiellement basée sur tout ce qui est assurance basée sur l'usage. Donc, elle prend des informations sur la vie, en particulier la manière dont on conduit nos véhicules, à partir de la télématique, et en fonction de nos manières de conduire, en 2-3 semaines, elle peut vous sortir une prime d'assurance, et en fonction de votre gestion de votre véhicule, vous avez soit une bonne prime, soit une mauvaise prime. Quand on regarde Root Insurance aux États-Unis, ils couvrent environ 77% de la population américaine, ils sont dans 35 pays. Donc juste avec la digitalisation, ils ont accès à un marché assez vaste. On prend aussi dans tout ce qui est Big Data, nous avons l'exemple de Oscar Health. Oscar Health est une compagnie de santé aux États-Unis qui couvre aussi une grosse partie du territoire américain. Et une des choses qui est particulière avec Oscar, c'est qu'ils ont tendance à pouvoir vous gérer tout ce qui est télémédecine en ligne, mais aussi avec des applications mobiles pour voir un peu l'état physique de l'individu, et en fonction de ça, ils peuvent vous offrir des produits d'assurance. Mais quand on regarde un peu ces trois en exemple, ce sont des compagnies qui ont commencé il y a environ 10 ans. Et le taux de rentabilité est toujours faible. Elles ne sont pas encore rentables. La première fois
qu'en 10 ans, c'est Root Insurance qui a sorti cette année une profitabilité d'environ 65 millions d'euros. Mais c'est pour vous dire que dans tout ce qui est digitalisation et ces changements qui arrivent, ça prend beaucoup d'investissement, ça prend beaucoup de temps. Quand on regarde le market cap, la capitalisation marché de ces sociétés, elles sont entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros. Donc ça prend du temps et beaucoup de patience. Maintenant, quand on rentre un peu dans, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui nous anime en ce moment en Afrique, mais c'est surtout vous donner une vue de l'opportunité qu'on a sur le continent. Je vais partager quelques statistiques avec vous que j'ai lues dernièrement dans GSMA, qui parlait un peu de l'économie mobile en Afrique. Et les derniers chiffres qu'on voit, 127 millions d'abonnés mobiles sur le continent africain, c'est plus que la taille de l'Union européenne. Et on estime que d'ici 2030, on sera à 750 millions d'abonnés. Quand on regarde tous ceux qui ont accès à l'Internet, on en a environ 350 millions aujourd'hui sur le continent africain. Ça, c'est l'Afrique subsaharienne. Et on estime qu'on sera environ à 500 millions dans quelques années. Quand on regarde un peu les SIM actifs, je pense que vous ici, certains ont 2 ou 3 cartes SIM, on a environ 1,4 milliard de SIM actifs sur le continent africain. Et quand on regarde la contribution de la téléphonie mobile sur le PIB de nos pays, c'est environ 140 milliards d'euros aujourd'hui. Et on estime que ce sera environ à 170 milliards d'euros d'ici 2030. Donc ça nous donne une possibilité assez incroyable, surtout dans le secteur des assurances, de développer nos produits dans ce sens. On a quelques exemples en Afrique. Ce sont des compagnies qui sont encore à l'état, qui essaient encore de se développer, qui n'ont pas encore pu atteindre leur taux de rentabilité. Mais on remarquera que quand on prend par exemple la plupart de ces sociétés, Nyota, qui est une compagnie d'assurance au Kenya, on est en train d'abord de s'assurer qu'on a tout ce qui est éducation financière. Pour pouvoir vendre de la microassurance, il faut qu'on s'assure que les personnes à qui on vend comprennent quand même les produits d'assurance. Donc ce qu'eux, ils ont fait qui est assez innovatif quand même, c'est de s'assurer que pendant qu'ils sont en train de éduquer la population sur le rôle de l'assurance dans leur vie, ils en profitent aussi pour vendre de l'assurance. Nous avons Bima, qui était une société dont Alliance à l'époque était actionnaire, mais on est sorti, mais en perte. Alors bon, ce n'est pas un secret, mais Bima a dû restructurer plusieurs fois en 10 ans. C'est une société qu'on voit un peu en Afrique, 35 millions d'abonnés, mais c'est une société qui a toujours eu du mal à gérer sa profitabilité. Donc, dans ce sens, on voit un peu où est-ce que le secteur des assurances africaines a tendance à s'implémenter. C'est tout ce qui est assurance gestion de risque. On parle beaucoup de service expérience du client, on utilise les big data, on utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour la fraude. Mais quand on regarde un peu dans le monde, on est encore en retrait de l'utilisation complète de l'intelligence artificielle. On utilise dans plusieurs pays africains, ceux qui ont un peu avancé dans la technologie, ont tendance à utiliser l'intelligence artificielle qu'on appelle traditionnelle. Donc ce sont les chatbots, c'est s'assurer qu'on arrive à détecter la fraude dans certains de nos produits, c'est s'assurer qu'on atteint certains clients, qu'on arrive à vendre nos produits en temps réel dans certains pays. Mais le reste du monde a pris une étape supérieure. Donc l'intelligence artificielle traditionnelle qui nous permet d'avoir les données et de les analyser. Donc ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle générative qui utilise les mêmes données pour créer de nouvelles données. Je pense que vous avez tous utilisé ChatGPT, qui est devenu notre espion maintenant. Je me bagarre tout souvent avec mon mari parce que tout ce que je pose comme question ou tout ce que je dis comme affirmation, il me dit « Attends, je vais lui demander ». Donc c'est sa deuxième femme apparemment maintenant, ChatGPT. Mais quand vous utilisez ChatGPT, et puis je vais m'arrêter là, vous voyez la fonctionnalité intense de ce qu'on appelle Generative AI. Vous commencez à avoir une conversation avec ChatGPT sur votre santé. Vous dites aujourd'hui, j'ai ce problème en particulier, qu'est-ce qu'il en pense? Donc il va vous sortir, voici les médicaments qui sont peut-être adaptés, voici le genre de médecin que vous devez voir, etc.
vous parlez d'autre chose, vous allez demander le temps en Allemagne, vous posez autre chose. Et 3 jours après, vous allez vous poser une question qui est relative à la santé. Il va revenir pour dire, mais ton problème de cœur que tu as eu il y a 2 semaines, est-ce que tu as pu trouver un médecin? Sinon, je peux te recommander un médecin. Est-ce que tu as pu acheter les médicaments? Ça fait peur. Donc, c'est de voir un peu comment maintenant le reste du monde utilise tout ce qu'on appelle Generative AI pour pouvoir transformer le monde des assurances qui est en train de se faire en ce moment. Et pour nous, en Afrique, c'est de dire comment on, d'abord, maîtrise tout ce qui est intelligence artificielle traditionnelle, la rendre productive, la rendre rentable, et maintenant prendre le pas en avant pour pouvoir utiliser le reste, la full capacité de l'intelligence artificielle dans le monde. Merci, je m'arrête là. Merci infiniment, Madame Delphine Traoré, parfaitement dans les temps à la seconde près. C'est impressionnant déjà pour démarrer. Merci pour ça. Merci de nous avoir partagé donc ces exemples, aussi l'opportunité incroyable que nous avons sur le continent avec ces chiffres clés et aussi cette ouverture sur comment utiliser la Generative AI pour faire évoluer notre secteur. Merci encore. Je reviendrai vers vous pour des questions. Je vais me tourner vers vous maintenant, Monsieur Mohamed Sré. Vous êtes directeur général de Haya Insurance. Je propose de vous écouter également en 10 minutes et puis on poursuivra tout à l'heure. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On l'accompagne. Bonjour à tout le monde. Avant tout, une chose, c'est que vous n'entendrez pas d'accent de ma part. En fait, je ne suis pas du tout habitué à faire des présentations en français. Non, je m'en suis rendu compte. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi d'être de retour au FANAF. Donc, dans ma carrière précédente, j'étais notamment directeur de la région Afrique du Nord chez Suisse Re. Et j'avais le plaisir d'être régulièrement impliqué dans les thématiques du FANAF, de la FANAF et ainsi de suite. Et je dois dire que je suis content d'être de retour et de voir qu'il y a vraiment un dynamisme et une énergie que j'ai retrouvé pendant ces quelques jours, que j'admire beaucoup. Et je pense vraiment que le marché est entre de bonnes mains pour aller dans la bonne direction. La présentation d'aujourd'hui, et je vais faire comme Madame Traoré, je vais essayer d'être très concis, je vais essayer d'être dans les temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut élaborer. Mais juste, a priori, je suis un peu un intrus, entre guillemets, ici, parce que Haya est une compagnie qui est basée aux Émirats Arabes Unis, au Moyen-Orient, mais justement, on a une approche innovative qui est en décalage avec le reste du marché. Et on a vraiment construit une identité qui est spécifique au marché, à la région, mais spécifique aussi en termes de ressources humaines qu'on a et de technologie. Donc aujourd'hui, je ne vais vraiment pas m'attarder sur la partie technologie, parce que c'est vraiment très souvent la discussion qui vient en premier quand on parle d'innovation, mais l'innovation a beaucoup d'autres dimensions que la technologie en tant que telle. Donc je vais aller très vite sur beaucoup de ces points. Pour moi, vraiment, l'objectif, l'Afrique a des objectifs de développement qui sont élevés et elle sait qu'elle doit aller de l'avant pour ça. Les conditions du succès, c'est vraiment l'impact social. C'est aussi de créer des sociétés qui sont inclusives et aussi avec un développement durable. Et c'est là où on voit très rapidement le rôle de l'assurance. L'assurance est vraiment le promoteur de ces valeurs-là. Et l'assurance contribue au développement durable et inclusif. Ça participe aussi à créer des sociétés de plus en plus résilientes et ça a un impact social qui est positif sur nos sociétés. Mais quelles sont les attentes qu'on a de tout ça? C'est vraiment d'avoir, de la part des consommateurs, on a des sociétés qu'on remarque sont en pleine mutation. On a mutation en termes de droits de consommation, en temps de besoins de plus en plus sophistiqués. Les gens sont habitués justement à avoir des expériences clients de plus en plus poussées, de plus en plus élaborées. Et on voit des habitudes de consommation, d'interaction qu'on n'avait jamais vues avant. C'était mentionné avant, l'usage massif des smartphones, des nouvelles technologies, ainsi de suite. L'adoption, on sait qu'elle est là et qu'elle est très rapide. On voit que les populations sont aussi capables d'adopter justement ces nouveaux modes de façon très rapide et peut-être même plus rapidement que sur d'autres territoires. On a aussi une scène de l'insurtech
qui commence à se mettre en place. Et il y a l'ébullition qu'on commence à ressentir qui commence à se mettre en place sur le continent. Et on a une démographie qui est très demandeuse justement de ce genre de solutions. Les défis qu'on a par rapport à l'innovation, c'est clairement que le développement doit être local et adapté. Et moi j'insiste très très souvent, c'est que importer des solutions de l'innovation, ça ne marche pas. C'est bien de s'inspirer, c'est bien de regarder, c'est bien de voir ce qui peut marcher, et ainsi de suite. Mais tant qu'on n'a pas des solutions qui sont identitaires, j'ai envie de dire, donc d'avoir sa propre identité par rapport à son propre marché, à sa propre compagnie, à ses propres clients ou prospects, on ne marchera pas. Tout est de créer un environnement, un écosystème qui puisse promouvoir le développement durable et inclusif. Quand on parle d'infrastructure numérique, on sait très bien qu'en Afrique, il y a de plus en plus de besoins de créer des systèmes qui soient performants et sécurisés. Et ça, c'est quelque chose qui est inéluctable. Ça va arriver qu'en utilisant de plus en plus des moyens digitaux et ainsi de suite, les infrastructures numériques vont être sous pression. Mais aussi, pas seulement sous pression en termes de trafic, en termes de masse, mais aussi en termes de sécurité. Quel rôle ont à jouer les assureurs dans tout ça? Est-ce que les assureurs sont tout seuls? Non. Beaucoup de choses commencent vraiment avec tout ce qui est le système bancaire. Donc, quels sont les moyens de paiement et ainsi de suite. Et on voit que très souvent, un des problèmes de la digitalisation de l'assurance, on arrive à digitaliser beaucoup des parties dans la chaîne de valeur. Et très souvent, là où il y a une faille, c'est au niveau des paiements, c'est au niveau de la réconciliation des paiements, de la comptabilité, et ainsi de suite. Par rapport à l'approche des consommateurs, les consommateurs ont vraiment envie de solutions qui leur soient adaptées. Et d'ailleurs, pour moi, c'est exactement ça dont est l'innovation. L'innovation, c'est être capable de pouvoir mettre en place des solutions qui sont vraiment adaptées à ces consommateurs. Il y a aussi une évolution qui sera nécessaire sur la réglementation. Les réglementations aujourd'hui qu'on a sont inadaptées. J'ai mentionné la sécurité cyber, mais ce n'est pas les seules choses. Il y a beaucoup de réglementations qui sont adaptées en termes de transfert de capital, en termes de transfert de risque d'un point de vue légal dans les contrats et ainsi de suite. Les réglementations vont être de plus en plus sous pression aussi pour promouvoir des systèmes de plus en plus innovants d'assurance. Et la chose la plus importante dans toute cette révolution, ça reste les professionnels du secteur. Et aujourd'hui, d'expérience, je sais que quand on parle, il y a beaucoup de mauvaises perceptions en général sur l'innovation. Ça ne veut pas dire que les gens disent non à l'innovation, mais souvent on trouve un peu des prétextes. On parle de choses en disant c'est compliqué, c'est pas pour nous, ou que l'innovation est un luxe, c'est-à-dire que c'est des gros investissements et tout. Mais parce que très souvent, on cherche à réduire l'innovation par justement des gros investissements en termes d'infrastructures technologiques, numériques, ainsi de suite. Mais des fois, l'innovation, ça peut être la façon dont on conçoit un produit. Ça peut être la façon dont certaines prestations sont amenées aux clients. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est cher. Et le dernier point que je voulais vous dire, justement, c'est aussi une perception des fois des professionnels sur la menace de l'emploi. L'innovation est un ennemi de l'employé d'assurance. Et ça, justement, c'est une question de mentalité, c'est une mauvaise perception qui aussi entrave beaucoup le développement. Les opportunités qu'on voit, c'est le saut technologique. Je dis souvent que dans des régions où justement il y a une pénétration de l'assurance qui est beaucoup plus basse que par exemple en Europe, en Amérique du Nord ou sur d'autres territoires, c'est justement une chance. Ça peut être la panacée pour l'Afrique. Ça ne l'est pas forcément, mais ça peut l'être. Parce qu'aujourd'hui, on opère sur des marchés où on n'a pas à gérer un historique. Aujourd'hui, si vous regardez sur les marchés les plus matures, la raison numéro 1 du manque d'innovation sur ces marchés-là, c'est parce qu'il faut continuer à faire fonctionner des portefeuilles qui existent, des systèmes qui existent, qui sont là, qui sont déjà en place et lourds. Aujourd'hui, on commence presque une feuille blanche. On a beaucoup moins de contraintes par rapport à l'historique qu'on peut l'avoir sur d'autres marchés. L'intelligence artificielle, comme ça a été mentionné avant,
il ne faudra vraiment pas manquer le rendez-vous. C'est là, c'est devant nous. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer. C'est une vraie révolution industrielle qui arrive. Et c'est seulement en embrassant cette révolution qu'aussi les assureurs permettront de déployer toute la puissance qu'il faut pour amener des solutions innovantes pour leurs clients. Mon appel à l'action aujourd'hui, c'est vraiment qu'au-delà du système, c'est de créer des écosystèmes qui sont intégrés. Et l'écosystème, c'est vraiment clé. Pour ça, ça passe par l'éducation au sens générique, c'est-à-dire l'éducation pour nos consommateurs, nos clients, parce que tout le monde ne sait pas les besoins en fait en assurance qu'il a, mais aussi pour les gens du secteur, les employés du secteur. Il y a bien sûr la réglementation aussi. Il y a des réglementations qui doivent être mises en place, qui doivent promouvoir, ou au moins créer de l'émulation par rapport à l'innovation. Et la vraie révolution, pour moi, elle est complètement ailleurs. Et je l'ai vu par expérience. La vraie révolution, ça commence toujours par la mentalité. C'est une vraie volonté. Encore une fois, la technologie, c'est qu'une partie de l'innovation. C'est vraiment une partie infime de l'innovation. Le plus important, c'est la mentalité, c'est d'avoir envie d'y aller, c'est d'avoir envie de se dire, nous, on veut amener des solutions innovantes. Je suis dans les temps, j'ai encore 40 secondes, et donc je suis le directeur général de la compagnie qui s'appelle Haya, qui est un exemple en assurance de personnes en termes d'innovation, et ainsi de suite. Et ce sera mon plaisir de répondre à vos questions s'il y en a. Merci à vous. Merci infiniment à vous, parfaitement dans les temps également. Ça vous met un petit peu la pression, Monsieur Ibrahim Masso, n'est-ce pas? On vous laisse vous installer. Merci beaucoup pour avoir mis le focus sur l'importance des produits locaux, d'avoir mis le focus sur les produits adaptés, l'aspect identitaire et puis la conduite de changement nécessaire, l'évolution des mentalités. On y reviendra juste après. Merci, c'est à vous, cher monsieur. Alors, merci beaucoup. Je commence avant les slides. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. J'ai l'impression de faire ça en 10 minutes. Mes prédécesseurs ont été très bons. Mais surtout, il faut que j'arrive à décliner ma présentation pour pour donner une coloration aussi africaine à l'innovation. Alors, l'innovation, c'est un sujet, moi personnellement, qui me passionne. L'innovation en Afrique, elle est importante. Elle n'est pas que technique, elle a aussi des aspects, des enjeux qui sont pour moi sociaux, économiques, mais aussi des enjeux qui sont aussi technologiques. L'Afrique est une terre fertile pour l'innovation et l'assurance est dans cette dynamique-là. Comment le dire? Imaginons un agriculteur au Kenya qui, à partir d'une carte à gratter, est capable de couvrir ses récoltes contre les aléas climatiques. Imaginez en Afrique du Sud une jeune professionnelle qui conduit sa voiture de façon occasionnelle peut avoir accès à une assurance à la demande et s'assurer sur les kilomètres effectivement parcourus. Ce n'est pas de la science-fiction, ça se passe aux États-Unis bien entendu, mais ça se passe aussi en Afrique et on vit ces évolutions ici. Alors, pour un peu nous plonger dans cette innovation africaine, j'ai structuré la présentation en 3 parties. Alors, premièrement, d'abord les défis qui freinent le secteur de l'assurance, et ensuite, partant de ces défis, partir sur 2 thématiques qui ont bien entendu été abordées précédemment, mais je vais essayer d'apporter des éléments en plus. Donc, des défis, on va voir comment est-ce que les insurtech apportent des solutions à ces défis qui se posent à nous. Et deuxièmement, comment l'intelligence artificielle également est en train de transformer notre marché. Alors là, on en a beaucoup parlé, je vais passer 30 secondes dessus. 2 choses à retenir. Donc moins de 3% de taux de pénétration, là où le monde est à 7% en moyenne. Deuxième élément important, les primes d'assurance en Afrique représentent moins d'1% des prix mondiaux. Assez faible, mais
au-delà de ces chiffres qui peuvent nous interpeller, il y a quand même un certain nombre de défis structurels qui se posent à notre continent. La première chose, c'est le secteur informel, qui représente dans notre PIB entre 25 et 65%. Et en fonction des pays, on a 80 jusqu'à 96% des populations actives qui sont dans le secteur informel. Cela rend encore très difficile la distribution de l'assurance et l'accès à ces populations-là, et l'innovation doit répondre à cette problématique qui est assez importante. Donc, au titre des défis, j'en ai listé 5 pour aller vite. Le premier défi, c'est que rencontre notre marché et qui freine son effort, c'est bien entendu la connaissance limitée des contextes, des concepts et des produits d'assurance. Ensuite, donc là, les assureurs vont m'excuser, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens. Il y a une certaine méfiance des consommateurs envers les assureurs à cause parfois de délais de règlement qui peuvent être relativement longs, à cause d'exclusions qui sont mal comprises ou parfois une communication qui peut être, somme toute, parfois opaque. Les choses sont en train de changer dans le bon sens. On est dans un marché où la plupart des populations ont un pouvoir d'achat qui est limité, concret d'Afrique. Alors j'ai choisi 3 insurtech dans la santé, c'est une assurance importante pour notre continent, dans l'assurance de biens et ensuite dans l'assurance agricole. Alors, la première insurtech, c'est MTBA. Alors là, imaginez un agriculteur au Kenya qui, en allant acheter ses engrais, a accès à une carte à gratter. Donc il prend la carte, il va au milieu de son champ, il gratte la carte, il trouve un numéro qu'il insère dans son téléphone. En insérant le numéro dans son téléphone, cela active une assurance dans ce téléphone-là. Ça, c'est la première chose, facilité. Et la deuxième chose, ça géolocalise son champ. Donc, à partir de ce moment-là, il a une assurance paramétrique. Et si les conditions climatiques sont désavantageuses, admettons une sécheresse soutenue, il reçoit directement un paiement dans son compte mobile via M-Pesa. C'est extrêmement disruptif, c'est clair, c'est transparent et ça se passe en Afrique. Et avec cela,